Bien, bonjour à toutes et à tous pour ceux qui nous suivent. Je rappelle que nous sommes dans le cadre d'une audition et du début d'une journée d'audition sur la thématique la proposition de loi et proposition de loi organique que j'ai formulée sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors, je suis vraiment très heureux de commencer ces auditions publiques et transparentes par l'intervention de Madame Rosière. Alors, Madame Rosière, vous avez été députée européenne, rapporteur du texte, co-rapporteur du texte sur la protection des lanceurs d'alerte, texte structurant qui, d'une part, nous permet d'améliorer la loi Sapin 2 et le dispositif actuel, d'autre part, qui évidemment fait progresser la thématique des lanceurs d'alerte. Nous avons, dans cette proposition de loi, croisé trois sources. La directive, bien sûr, qui s'impose, mais qui, sous certains aspects, a des champs plus restrictifs que Sapin 2, de garder l'idée initiale de Sapin 2 sur l'ampleur, mais aussi corriger les éléments qui posaient problème, qui notamment ont été soulignés, c'est la deuxième source, souligné dans le rapport le rapport Gauvin-Marlex sur le retour d'expérience de Sapin 2. Et puis, troisième source d'inspiration, au-delà de ce rapport et de la directive, le rapport que j'avais écrit à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur le droit comparé et les propositions d'évolution du droit. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et de partager avec nous votre expérience. On a, dans le cadre de ces auditions, toujours une première question sur les liens d'intérêt possibles. Donc, que chacun puisse exposer soit lien d'intérêt, on appelle conflit d'intérêt. Lien d'intérêt veut simplement dire qu'on explicite les liens qu'on peut avoir, soit avec tel intérêt économique, soit avec telle association, telle ONG ou telle activité personnelle. Donc, vous pensez qu'il faudrait partager en toute transparence le lien pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. En tout cas, merci infiniment d'être là. À titre personnel, je voudrais déjà je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça comme ça, mais vous féliciter pour le travail que vous avez fait sur ce sujet qui est majeur et qui permet aux droits nationaux, je crois, de progresser. Aussi que nous sommes peu de pays à avoir transposé la directive à date, qui est un sujet en soi. Donc, Madame Rosière, je vous passe la parole, peut-être quelques mots sur les liens d'intérêt, et puis on aborde le fond du sujet. Merci en tout cas encore très chaleureusement de votre présence. Merci de votre invitation à justement mettre en perspective les travaux que vous conduisez qui sont essentiels sur l'amélioration de la protection des lanceurs d'alerte en France, et puis avec les travaux du Parlement. Il y a un peu plus de ça. Donc, pour répondre à votre première question sur les liens d'intérêt, à ce stade, je ne vois pas de lien d'intérêt qui viendrait interférer avec la sensibilité. Question de transparence qu'on s'impose collectivement dans cet exercice. Et donc, si je vous propose éventuellement de faire part d'un certain nombre de questions. Peut-être, je ne rentrerai pas forcément dans certains aspects de la loi qui relèvent vraiment de la partie nationale. J'essaierai, si vous voulez bien, aussi m'attacher à ce qu'était l'esprit, la volonté, l'objectif poursuivi par le législateur au moment du débat sur la directive, qui peut parfois être un petit peu enfoui sous le texte, parce que les logiques de compromis, d'amendement et d'élaboration du texte dans le contexte européen et la procédure législative fait que parfois les rédactions de compromis rendent des choses un petit peu moins lisibles, en tout cas méritent d'être explicites. Je vous remercie. Simplement une précision. Pour ceux qui nous suivent, vous pouvez utiliser le chat si vous avez des questions. Évidemment, dans le cadre d'une audition de la commission des lois, c'est moi qui choisirai ces questions, mais j'ai un collaborateur qui travaille sur le suivi de ce chat, donc n'hésitez pas, si vous acceptez Mme Rosière, nous avons peut-être en fin de session quelques questions qui pourraient émaner de ce chat. Merci. Volontiers. Donc, vous l'avez dit, il y a un décalage dans les deux sens entre le certain actuel et puis la directive. Dans certains points de vue, la directive va plus loin, étant la protection, améliore le texte, mais aussi le droit européen amène un certain nombre de contraintes, et puis les compromis politiques qui ont été élaborés aussi. Et donc, à certains endroits,
elle va moins loin que la loi Sapin 2. Vous aurez néanmoins noté que dans la directive, il y a une clause de normalisation et que je pense, l'ensemble des considérants, la commission s'est exprimée dans ce sens aussi, il y a un appel aux États membres à aller le plus loin possible et à ne pas se limiter au strict champ couvert par la directive dans la transposition. Donc, voilà, je pense qu'on peut d'ores et déjà évacuer la question de la surtransposition. C'est une volonté et c'est un appel aux États membres à étendre le plus largement possible les protections qui sont prévues par la directive et à maintenir les protections qui existent, même quand elles ne sont pas explicitement prévues par la directive. On va, je pense, dans un certain nombre de sur lesquels la question pourra se poser. Moi, j'avais une question aussi sur les sources que vous avez mentionnées. Une des critiques qui a été faite, sur le cadre de la directive, qui a été faite à la loi Sapin 2, c'est qu'elle a considérablement affaibli les dispositions qui étaient prévues par la loi Blanc en matière d'alerte de santé publique et sanitaire. Et dans le cadre de la rédaction de la directive, dans les débats qu'on a pu avoir avant, après la directive sur sa mise en œuvre, voilà, une question qui est posée éventuellement du rétablissement et de l'articulation, en tout cas de ce que permet la directive avec le rôle de la Commission nationale d'alerte en santé publique et environnement et santé publique, et les possibilités de signalement qui sont c'est une question que je propose. Pour ce qui est, je vais partir un peu des avancées de la directive au regard de la loi Sapin 2. Le principal bouleversement, on va dire, de la directive vis-à-vis de la loi Sapin 2, c'est la révision de la hiérarchie des plateformes. Vous savez, avec la mise sur un pied d'égalité des deux premiers paliers, le palier interne, donc à l'intérieur de l'organisation, et le palier externe vis-à-vis des autorités publiques du régulateur. Donc, à ce stade, dans les dispositions de la loi, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Effectivement, mais ça pose ensuite d'autres questions qui, je pense, sont dans le débat, mais là, qui sont du champ de la directive, qui sont la mise en œuvre concrète, justement, de l'aiguillage, de l'orientation de l'ensemble d'alerte potentielle vers la bonne autorité compétente, puisque la directive reste extrêmement ouverte, parce qu'on a considéré que c'était des choses qui relevaient de l'organisation internationale et de l'organisation de la culture administrative du pays pour définir. On avait des lois sectorielles qui s'appliquaient aussi, et des textes sectoriels, donc la modalité d'organisation pour appel de l'alerte sur le canal externe reste extrêmement ouverte. Vous aurez noté aussi que donc, pour le champ d'application personnel, on a à la fois une limitation et une extension, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé d'une certaine manière limité à protéger l'ensemble d'alerte autour de ce qui est le contexte professionnel. Ce qui est plus limitatif, évidemment, que la loi Sapin 2, où la question du contexte professionnel était envisagée, on va dire, pour la notion de prévention des représailles, mais il n'était pas limitatif pour essayer de la qualité de lanceur d'alerte. Et là encore, cette limitation provient des textes sur lesquels on a pu prendre appui pour trouver une base juridique, une base légale sur laquelle légiférer au niveau européen, mais elle n'a pas vocation à être limitative. Donc, dans l'esprit des législateurs, c'était une nécessité de rester sur ce champ-là, mais ce n'était pas forcément une intention. Alors, j'aurais des questions aussi sur ce point-là. Est-ce qu'on le fait si ça vous dérange pas, je ne veux pas. C'est très interactif. Oui, c'est comme parfait. On a un sujet sur lequel on essaie de prendre une position. Donc, effectivement, je rappelle pour tout le monde, Sapin 2 est très large. La directive, elle est dans le cadre professionnel pour faire court. On a la notion du soupçon raisonnable qui nous pose problème. En l'espèce, on n'a pas. Alors, la directive dit quoi? La directive dit si on a un soupçon raisonnable, on peut être, ça peut relever au même titre que si je trouve un document confidentiel que je vais divulguer. Donc, le soupçon raisonnable peut constituer en soi une alerte et permettre la qualification de lanceur d'alerte avec une terminologie, si vous la retrouvez, pour les textes exacts. Bien. Je ne souhaite pas l'étendre dans le périmètre de Sapin 2. Pourquoi? Je vais prendre un exemple très précis. Je travaille dans un laboratoire
qui fabriquent des médicaments. Je m'aperçois que sur les 5 séries de tests, tous les tests sur, je sais pas, les enfants ont été supprimés et biffés et enlevés au regard de tous. Je travaille dans le laboratoire. Donc j'ai un soupçon raisonnable qui est quelqu'un qui manipule un peu tout ça et qui, voilà, j'ai construit une conviction de soupçon raisonnable dans le cadre professionnel sur le métier de mon entreprise au regard de ce que j'ai pu voir sans en avoir la preuve. Donc un soupçon raisonnable qu'on aurait un problème avec ce médicament sur les enfants. Voilà, par exemple. Excusez-moi, je reprends parce que ça me... On parle de motif. On a un sujet sur c'est on va retrouver la terminologie exacte. Enfin, je finis le raisonnement. Et en fait, on a dissocié ça qui me semble pouvoir relever d'une alerte. Donc, je n'ai pas la preuve, je n'ai pas trouvé de document qui me dit que c'est dangereux sur les enfants, mais je constate que dans tous les tests, les protocoles de tests, quelqu'un a occulté ça. J'ai un soupçon raisonnable que je construis, je me dis, bon, on peut considérer, selon moi, que on est dans le cadre de non-sauveur. En revanche, je rentre chez moi, je suis un internaute, je me dis, le vaccin contre le Covid n'a pas suivi tous les tests pendant 10 ans, donc je peux dire que raisonnablement, je peux avoir un soupçon qu'il n'a pas, et me considérer comme non-sauveur. Pour moi, cette deuxième hypothèse ne relève pas, d'ailleurs la directive est très claire là-dessus, accéder à des documents publics sur Internet et puis se forger une conviction, n'est pas du même ordre, même si c'est tout à fait respectable, mais n'est pas du même ordre que le statut de lanceur d'alerte. Et donc, alors oui, informations sur les violations dans les définitions. Il y a marqué des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant les violations effectives potentielles. Et donc, cette notion de soupçon raisonnable, donc ça, c'est l'article 5 sur les définitions. Article 5 sur information sur les violations, définition de la directive. Information sur les violations, c'est quoi dans la définition? C'est des informations, y compris des soupçons raisonnables concernant des violations effectives ou potentielles. Donc pour moi, l'exemple du salarié qui travaille dans un laboratoire sur le protocole de test et qui s'aperçoit qu'on occulte quelque chose peut avoir un soupçon raisonnable, il est étayé, il est explicable et ça relève d'un lanceur d'alerte. En revanche, si on prenait, donc c'est tout à fait cohérent en fait de la directive, mais ça me semble impossible à transposer dans le cadre de Sapin 2, enfin de la définition actuelle du droit, qui du coup élargirait à tout soupçon raisonnable. Finalement, on peut dire voilà, la Covid n'a pas fait 10 ans de thèse, donc il y a un soupçon raisonnable, il y a raisonnable, en plus j'ai vu que dans tel pays. Hein, voilà. Donc il faut faire la distinction des deux. Donc, on pense modifier la proposition de loi en disant soupçon raisonnable, c'est dans la directive, on va voir s'il faut du coup le réintégrer, puisqu'on n'a pas le droit de se transposer. En revanche, on va strictement limiter au cadre professionnel, qui me semble être l'esprit de la directive. Oui, tout à fait. C'est possible, parce qu'en fait, effectivement, la dualité de situation identifiée, effectivement, on n'a pas vocation à encourager une opinion n'est pas une divulgation d'information et n'est pas une alerte. Ce point de vue, c'est très clair. Pourquoi on a mis soupçon? C'est, je pense, pour traiter effectivement des situations où la personne qui lance l'alerte a une expertise avérée et parce que dans le domaine scientifique, par exemple, avant d'élaborer une qualité scientifique, le champ de la recherche, particulièrement en santé publique, si vous voulez, on peut avoir une présomption qui commence à s'établir sur la base de la multiplication d'un certain nombre de cas. Donc, je pense qu'on visait ce type de situation où voilà, il y a des éléments tangibles qui éveillent le soupçon, et ils sont tangibles, ils sont réels. Néanmoins, on n'est pas dans une matière qui permet d'affirmer de manière catégorique les choses sont. Oui, c'est ça. Donc, ça ne vous choque pas l'idée de dire la notion de soupçon raisonnable qu'on est probablement contraint, entre guillemets, de réintroduire, qui peut avoir un sens, on le cantonne strictement au cas du. En tout cas, il va falloir l'expliciter. Parce que la loi Sapin 2 rajoutait une phrase qui était dont elle a eu personnellement connaissance, c'est-à-dire un acte unilatéral, etc., dont elle a eu personnellement connaissance. Donc, c'était une façon de contrer un peu le surfeur sur Internet de 2 heures du matin parce qu'il n'a pas personnellement connaissance. Mais cette terminologie nous a semblé un peu vague. Est-ce que si j'ai personnellement, je reçois un mail, je le suis personnellement, est-ce que j'ai personnellement connaissance? C'était un peu compliqué. Donc, ce qu'on pense faire en évolution, pour être raccord par rapport à la directive,
c'est d'avoir un sous-ensemble spécifique pour le soupçon raisonnable, cantonné au domaine professionnel. Ça vous paraît cohérent par rapport à ce que vous avez... Où est-ce qu'on pourrait, carrément, sur le coup... Non, parce qu'en fait, si vous voulez, voilà, pour moi, la question de soupçon raisonnable, elle intervient pour une matière où, justement, il n'y a pas de difficile, où l'alerte provient du fait de détecter des anomalies, des faits qui sont préoccupants. C'est vraiment le cas de l'alerte en santé publique. Typiquement, on est dans ce domaine-là. Dans l'alerte en santé publique, vous allez d'abord voir apparaître des phénomènes préoccupants qui vont se regrouper, qui vont se répéter. Un seul n'est pas suffisant pour être catégorique sur... et même plusieurs ne sont pas suffisants. C'est l'accumulation, c'est aussi l'expertise attachée à la détection justement de phénomènes préoccupants qui permet de se dire qu'il y a un problème de santé publique. Je pense par exemple que c'est le cas du travail des phénomènes franchement obligatoire, par exemple, c'est des questions qui sont posées autour des registres justement des malformations quand on voit que des enfants victimes de malformations naissent en nombre plus important dans certaines zones. Voilà, la question de la mise en rapport avec les polluants de se poser. Et donc, le soupçon raisonnable, la formulation de soupçon raisonnable, elle vient a priori plutôt de là. Est-ce qu'il faut la solution pour éviter des interprétations extravagantes, on va dire, du terme? Aujourd'hui, je n'ai pas la solution. Comment le circonscrire? Le limiter au champ professionnel? Pourquoi pas? Professionnel, je rajouterais éventuellement d'expertise, parce que même si la définition de l'environnement professionnel est assez large, ce qu'on a pu identifier, mais il peut y avoir des gens qui ont une expertise réelle, on a des chercheurs, des professionnels de santé, qui peuvent être amenés justement à relever un phénomène du fait de leur expertise, mais qui ne sont pas forcément en contexte professionnel. Ça pourrait être un moyen, effectivement, de bien définir et d'éviter des interprétations abusives. Après, vous aurez vu que, moi, c'était à ça que je faisais référence sur la condition des auteurs de signalement. Pour être auteur de signalement, il faut des motifs raisonnables. Ça ramène quand même aussi à la nécessité d'avoir des choses tangibles, même si elles ne permettent pas d'être totalement catégoriques. Sur les motifs raisonnables, c'est au l'article 6, au 1. Donc peut-être que aussi ça va être en regard avec. Très bien, parfait. Sur ce point-là, merci beaucoup de précision. Et par ailleurs, puisqu'on est justement sur l'article 6, une question qui se posait sur la proposition de loi, c'est on a eu de bons débats au Parlement européen, avec le Conseil également, sur la question de la bonne foi. Oui. La volonté a été d'évacuer toute questionnement moral plutôt que de définir le lanceur d'alerte sur une base morale, on va dire, la volonté a été de définir plutôt l'alerte, ce qui relevait de l'alerte. D'où le questionnement légitime justement sur la question du soupçon, de l'objectivation des faits. Mais l'intentionnalité ou on va dire, le contexte émotionnel, moral, relationnel dans lequel s'inscrit le lanceur d'alerte, on a voulu l'évacuer parce que c'est souvent un levier qui est utilisé justement pour discréditer un lanceur d'alerte, qui va souvent être, dont on va vouloir sonder les motivations pour affaiblir son propos. On fait partie du principe qu'à partir du moment où l'atteinte à l'intérêt général était constituée et que les faits, il y a des éléments tangibles à l'appui des faits qui étaient révélés, quelque part, la question de motivation devient très secondaire. Et on devait s'attacher à l'alerte en elle-même. Néanmoins, voilà, on a remis, on va dire, la question d'honnêteté, d'éthique, parce que c'est quand même ça, on parle d'alerte éthique, dans le fait que ça ne peut pas être à la suite mensonger. Donc, on a contourné la question de la bonne foi en mettant en avant sur le terrain de la présomption, justement les motifs raisonnables de croire que les informations sont véridiques. J'ai vu que vous avez repris la question dans le texte, il figure aussi dans la statistique, si la mémoire pas. Oui. Absolument. Je sais que c'est un point qui n'est pas sensible. Oui, tout à fait, c'est très important. Alors, nous, le choix qu'on a fait, c'est donc dans la définition, pour pallier à un des problématiques c'est d'enlever la notion de désintéressé, qui était un problème, une accroche contre les lanceurs d'alerte. Donc, on n'a plus la notion de désintéressement, que la notion de sans contrepartie financière directe, qui est l'antithèse du modèle américain, qui
n'y a pas de chasseur de primes chez nous et on ne rémunère pas quelqu'un dans une entreprise concurrente qui les adopte. Ce n'est pas notre système. En revanche, on a gardé la bonne foi avec un système de possibilité de saisir le défenseur des droits pour acter du fait, non pas par un modèle de certification, mais par un modèle d'avis du défenseur des droits, qu'on relève de cette logique-là. Et comme le juge, au final, évidemment, garde maîtrise du sujet, son avis sera éclairé par un défenseur des droits qui actera du fait que cette personne est clairement dans une situation d'être un lanceur d'alerte. Ce qui ne préjuge pas de l'aboutissement juridique du traitement d'alerte. Enfin, c'est dur, effectivement, de contester le statut de lanceur d'alerte à quelqu'un qui se le voit reconnaître par un avis du défenseur des droits qui dit effectivement tout est réuni pour considérer que vous êtes un lanceur d'alerte. Alors, on a imaginé ce dispositif pour éviter la problématique actuelle qui fait qu'en bout de processus, au bout de 4 ans, vous pouvez, par la partie adverse, faire démonter en disant non, finalement, vous n'étiez pas un lanceur d'alerte. Et ce qui évidemment pose plein de problèmes, mais en particulier parce que c'est au bout de 5 ans. Donc là, les deux motivations de sans contribution financière directe et bonne foi étant étayées par la logique du défenseur des droits qui peut être saisi pour reconnaître les qualifications, en tout cas les caractéristiques du lanceur des droits. On voit mal un juge décider qu'il n'était pas de bonne foi alors même que le défenseur des droits considérait qu'il était bien lanceur des droits. Donc c'est la réponse qu'on a apportée. On a gardé cette notion de j'ai mal à voir sur quoi porte la bonne foi, sur la vérité de ce qui est signalé. Oui, c'est une notion qui est très fréquente en droit français. Ouais, C'est une notion de bonne foi sur le fait que vise à éviter l'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer beaucoup de dispositifs où très cyniquement, dans cette procédure, contre un concurrent, etc., dans une logique tout à fait calculatoire et froide et cynique, mais qui vise, ne relève pas du tout de l'acte courageux d'une femme ou d'un homme qui dévoile une atteinte au droit. Donc, je crois qu'il y a aussi cette, en tout cas en droit français, c'est fréquent, mais il y a aussi cette idée que ce n'est pas instrumentalisable et que c'est bien la démarche de bonne foi d'une femme ou d'un homme qui dévoile quelque chose. Vous voyez, c'est cet acte individuel et il me paraît en droit français, cette notion de bonne foi, évidemment, elle est très fréquente, mais je crois que la réponse qu'on a à ça pour diminuer le risque dont vous parlez, c'est la logique du statut, enfin en tout cas de la reconnaissance du défenseur des droits qui peut attester du fait qu'on est mais je comprends votre choix en droit européen qui est beaucoup factuel. Après, ça vous dit que le terme bonne foi aurait des significations un peu diverses selon les langues. Donc, moi, on a évoqué la question de la traduction du patrimoine. Là où la préoccupation aussi on avait à laquelle ça répondait, c'est même si vous avez limité le côté des intéressements, effectivement, bien aller sur les contreparties financières, vous avez qu'on évacue aussi la question des contreparties financières. C'est vraiment pas la culture, on s'est posé la question, on ne souhaite pas du tout rentrer dans la culture américaine de chasseur de primes. Mais on s'est aussi dit que souvent, quand une personne dans une organisation en arrive à se dire que la situation n'est pas acceptable au point de vouloir révéler des agissements qui nous paraissent inacceptables, souvent le contexte n'est pas forcément le plus serein et il peut y avoir des tensions à l'intérieur de l'organisation. Et le risque sur la bonne foi, c'est de se voir reprocher, par exemple, de faire ça par esprit de vengeance vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique, vis-à-vis d'une organisation qui, justement, n'a pas, avec laquelle la relation s'est dégradée, mais du fait du désaccord éthique. Et cette dégradation que le désaccord éthique peut suffire à expliquer, on ne voudrait pas qu'elle se retourne, justement, pour questionner la bonne foi du lanceur d'alerte. Je comprends. C'est la réserve sur le terme bonne foi, mais je comprends aussi, c'est en droit français, c'est vraiment quelque chose d'assez courant, donc je comprends ça y figure et ça y figure. Je ne sais pas si vous. Oui, non, on peut peut-être continuer. On a beaucoup de questions sur. On a fait des choix sur le rôle du défenseur des droits et sur les
procédure Bayon. On était sur le caractère des sanctions. On a un souci, c'est que nous, on a mis notamment toute la liste de vos sanctions. Pour vous, c'est plus clair et plus directif, c'est la liste explicite. Pour les représailles. Sanctions pour les représailles. Donc ça, c'est un choix qu'on va affiner, parce qu'en droit pénal, le notamment est compliqué à garder. Et donc, vous avez fait un choix qui est explicite, mais du coup restrictif. Il est probable qu'on fasse le même choix, du coup. Est-ce qu'en droit pénal, c'est compliqué de garder ce notamment, qui est intellectuellement satisfaisant, mais qui en réalité pose problème. Voilà. Est-ce que vous avez eu des débats sur ça? Oui, on a eu le même débat. Ouais. On a eu le même débat. Les tenants d'une protection la plus large possible auraient voulu garder une liste de langue limitative, donc notamment. On se pose souvent qu'effectivement, ça arrive de la sécurité juridique, c'est pas forcément voilà, c'est pas une bonne pratique dans la rédaction. Mais c'est compliqué aussi de se dire qu'on envisage toutes les situations a priori, surtout dans des situations où beaucoup sont quand même déséquilibrés et où les ressources à la disposition des organisations qui voudraient faire engager des représailles, les ressources sont quand même basses, donc il y a l'inventivité tout autant. Donc voilà, on s'est trouvé face à la même dilemme, on est à de toute façon, personnellement j'inclinerais dans l'esprit l'idée d'avoir la protection la plus large possible et d'être aussi humble, parce qu'en tant que législateur, on ne voit pas on n'envisage pas forcément toutes les situations. Maintenant, vous avez fait ce choix. On essaie d'être le plus exhaustif possible. Je me permets juste une seconde interruption. De cette réveil de Commune-Alicis, si tu souhaites te joindre à nous ici, n'hésite pas, parce que le champ de la caméra est assez restreint et on ne peut pas bouger la caméra au fil des interventions. Si tu souhaites te joindre à nous, on prend la parole tout à l'heure. En tout cas, merci d'être là. Hugo était notamment l'auteur également de cette proposition de loi sur le sujet. Bien. Alors, donc, vous avez eu ces débats sur le caractère restrictif ou pas. Vous avez fait un choix explicite, qui est probablement un choix qu'on fera aussi, vu des alertes sur le droit pénal, puisque là, on est dans le droit pénal, dans les sanctions contre les représailles. Il faut qu'on soit explicite, ça ne peut pas être trop vague. J'avais un sujet qui me semblait important d'évoquer avec vous. Rien n'empêche d'en rajouter. Oui, absolument. En fait, elle est quand même extrêmement construite et extrêmement exhaustive. Donc, on n'a pas, sauf erreur, on n'a pas trouvé d'éléments manquants par rapport à cette liste. Mais évidemment, elle a l'inconvénient d'être une liste finie. Et ce qu'on gagne en clarté, on le perd en flexibilité, évidemment. Bien. Donc, on a tout un sujet sur les procédures Bayon. La procédure Bayon, c'est extrêmement compliqué en droit, donc là je parle de la technique du droit. L'idée, elle est claire, l'intention elle est claire. On voudrait qu'un intérêt économique puissant qui voudrait assouvir un lanceur d'alerte sous une tonne de procédures, un lanceur d'alerte qui n'a lui-même aucune possibilité d'embaucher une armée d'avocats pour se défendre. C'est ça qu'on vise. Le droit canadien est très inspirant parce qu'en droit canadien, on a une espèce de procédure de référé qui permet d'arrêter les procédures et de dire non, cette procédure est légitime, je veux dire. En droit français, ce n'est pas possible. Et constitutionnellement, ce serait extrêmement compliqué de revenir sur la liberté de chacun d'aller en justice. Et donc, ce droit constitutionnel est assez puissant. Donc, si on voulait mettre en place le même système que Canada, ce serait probablement inconstitutionnel en France. Ce qu'on a choisi de faire, alors je ne sais pas s'il y a d'autres, quelles ont été vos réflexions sur le sujet, ce qu'on a choisi de faire, c'est de se dire, on peut corriger les effets, c'est-à-dire mettre à la charge de l'attaque les coûts de la défense, on peut faire court. On a un dispositif sur lequel, qui n'est peut-être pas encore le meilleur, mais qui ouvre la possibilité de mettre des provisions qui pourraient d'ailleurs être définitivement acquises à la charge de l'attaque, pour pouvoir faire en sorte que le lanceur d'alerte puisse se faire payer du coup, les avocats qu'il souhaite par la partie adverse. On imagine aussi, suite à des échanges avec le Conseil d'État, on regarde s'il serait possible d'avoir une procédure de référé
sur ce sujet-là, pour que ce soit rapide et qu'on n'aille pas trop loin dans le processus. Et finalement, le juge des référés, provision définitivement acquise sur des frais de justice serait idéal. Ça permettrait d'être d'une part ultra réactif et d'autre part d'éviter cet effet d'être seul face à une armée de batteries d'avocats en face. Alors, quels ont été les débats que vous avez pu avoir sur le sujet? Est-ce que vous avez des solutions imaginatives qui ont été en tout cas évoquées? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, on a noté que la rédaction est particulièrement la bonne. Oui, absolument. Parce qu'on a bien conscience que le sujet était vraiment trop simple et qui se heurte à des principes de droits fondamentaux, qui sont la nécessité d'aller en justice pour faire valoir ses droits. A priori, les conditions pour priver une personne qui sont physiquement morales de ce droit est quand même un peu abusif. Par contre, honnêtement, on n'avait pas envisagé, on ne s'est pas penché sur ce que pourrait être des dispositifs opérants pour assurer une protection. Ce que vous proposez assez remplit plutôt l'objectif. Parce que dans l'idée, le parti pris était de dire effectivement, on va pas, s'il y a des poursuites sur le judiciaire, on ne peut pas les empêcher. Oui. Par contre, il faut se donner les moyens au lanceur d'alerte d'y faire face sans qu'il en ait à supporter la charge. Il aura déjà à supporter une charge qui est la charge émotionnelle, psychique. Voilà, c'est quand même pas anodin de se voir attaqué en justice. Donc, voilà, tout l'aspect financier. Et l'idée, c'était d'avoir accès aux conseils, c'est sa première des choses. Et le fait dans la mesure où, en plus, il y a un rôle de défenseur des droits qui intervient, possiblement d'un juge via un référé, ça paraît effectivement, je trouve, une excellente idée pour décharger le lanceur d'alerte de la charge financière de sa défense dans ce cadre-là. À mon sens, ça répond complètement aux objectifs qui sont. Alors, d'autant qu'on vient d'avoir une session avec des constitutionnalistes et une autre session avec des conseillers d'État, d'autant qu'on a un problématique en français sur les fonds de secours qui pourraient être alloués par le défenseur des droits ou par des autorités indépendantes. Ça a été censuré une fois pour le défenseur des droits spécifiquement. On avait trouvé une autre formulation. On pense qu'elle ne passera pas. Et donc, si on ne peut pas avoir de fonds de secours pour des raisons constitutionnelles, donc évidemment incontournables, raison de plus pour avoir le système de prise en charge des coûts le plus efficace. Parce qu'on peut se dire, si la personne est licenciée, il y a le droit français normal. À la fin, elle peut avoir des indemnités compensatrices laissées par le juge. Et donc, la problématique la plus criante, c'est bien le fait qu'il n'est pas capable d'assumer financièrement les coûts de la défense. Donc, c'est peut-être la moins mauvaise des solutions, sachant qu'elle pourrait être assez performante si on trouve un système. Et puis, ça revient à l'effet dissuasif aussi, puisque ça a financé pour l'organisation qui est française. Oui, alors l'effet dissuasif, c'est effectivement cette logique-là. Les procédures Baillon ne peuvent pas, d'après notre analyse, se retrouver dans le champ des représailles. On ne peut pas rajouter à la liste de je me fais virer, je suis dans un placard, etc., que vous avez dans la directive. On ne peut pas rajouter je suis victime de procédure Baillon. Parce qu'on arrive au fait de pénaliser le fait d'aller en justice, qui en fait sera à l'encontre. Donc, du coup, effectivement, ça alourdit la facture pour ceux qui lancent des procédures et qui peuvent se voir directement en référé. J'imagine que vous êtes une grande entreprise, vous lancez une procédure contre un lanceur d'alerte et puis une deuxième et puis une troisième. Le juge des référés vous donne les coûts de la troisième, vous imputez les coûts de la défense de la troisième, de la quatrième. Vous hésitez peut-être à aller à la cinquième et à la sixième en disant bon, ce que le juge a décidé une fois, je ne vois pas pourquoi il ne déciderait pas plus, puisque ce que le juge sanctionne, c'est bien la multiplicité des procédures. Donc, il y a tout lieu de penser en référé, non pas sur le fond, que si vous en lancez une sixième, que les mêmes causes produiront les mêmes effets et que ce sera à votre charge. Donc, ça devient contre-productif, effectivement. Bien. L'un des sujets qu'on avait également, et je ne sais pas si ça a fait l'objet de débat chez vous, c'est le rôle, alors on ne peut pas dire pivot, mais le rôle particulier du défenseur des droits. En droit français, dans la Constitution,
la seule raison pour laquelle le juge constitutionnel a autorisé le fait que le défenseur des droits s'intéresse aux lanceurs d'alerte, sans changer la Constitution, c'est au titre de la discrimination. C'est-à-dire que c'est parce que le lanceur d'alerte est victime de discrimination, potentiellement victime de discrimination, que du coup, le juge constitutionnel a considéré qu'on pouvait confier une mission spécifique aux défenseurs des droits sur le sujet. C'est une façon, sans changer la Constitution. Sans changer la Constitution. Donc, c'est évidemment un outil qu'on utilise, mais qui a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle du défenseur des droits dans la proposition, ce n'est pas un rôle de garant du système. Et là, pour ça, il faudrait changer la Constitution, ce qu'on n'est bien sûr pas en mesure de faire une proposition organique, mais c'est bien la Constitution qui fixe les barrières qui vont limiter le rôle du défenseur des droits, et on est donc un peu sur un fil de crête. En séparation de... Parce qu'en fait, le rôle du défenseur des droits est fixé dans la Constitution, et donc une modalité dans la PPLO, mais le rôle est dans la Constitution. Par exemple, on ne pourrait pas dire dans une loi ou une loi organique que le défenseur des droits s'occupe maintenant d'un nouveau sujet. Ce ne serait pas possible. Donc c'est uniquement par ce biais-là que le juge constitutionnel a accepté l'idée qu'il s'occupe du défenseur des droits. Mais évidemment, ça a des effets de bord, c'est qu'il ne peut pas être garant du système. Donc, ma question est, est-ce que vous avez eu des débats sur les agences indépendantes, les autorités indépendantes, pardon, qui s'occupent du sujet, et quel est votre... voilà. Parce qu'en fait, ce rôle pivot est quand même nécessaire. Ne serait-ce que le rôle qu'on arrive à donner aux défenseurs des droits, c'est le rôle d'un rapport annuel sur le fonctionnement global du système, si je peux dire comme ça, c'est comment la France protège les lanceurs d'alerte, ce qui manque beaucoup, cruellement. Une obligation dans la loi de toutes les autorités indépendantes de rendre compte tous les ans aux défenseurs des droits. Donc c'est un rôle particulier, privilégié, soit pour traiter des alertes qui concernent dans les enfants, comme ça, discrimination, soit pour être ce rôle d'articulation sans avoir, par exemple, la possibilité d'imposer quelque chose à une autre autorité. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, qui pose nous aussi dans la protection qu'on a eu hier, pense que le fait de saisir et d'attribuer une alerte par le défenseur des droits ne passera pas, et qu'il faut orienter. Alors, il faut orienter. Donc, on est évidemment dans un cadre très, très contraint. Il faut trouver un bon nombre de crêtes. Est-ce que ce sujet-là, vous l'avez eu dans plusieurs pays européens? Non, on n'a pas été jusqu'à... Étant donné la complexité, on a bien conscience que une des questions cruciales pour l'effectivité serait la mise en œuvre, elle s'annonçait quand même assez complexe, et avec une diversité de contextes, de situations, d'organisation assez étendue. On avait envisagé, mais franchement, ça ne me figure plus, de faire jouer un rôle similaire au médiateur ombudsman européen, mais qui plutôt ne figure non plus, où on aurait souhaité qu'il assure, on va dire, une forme d'animation, moins de ces alter ego nationaux sur cette question-là. Donc c'est là aussi on peut heurter la question de la limitation de son champ d'action. Donc on a eu un peu le problème similaire, et on était vraiment dans des délais très contraints. On n'a pas... il y avait potentiellement un intérêt à l'époque. Et voilà, on n'a pu répondre à la question dans les délais. Et sur la question franco-française pour le défenseur des droits, il ne pas être y avait-il d'autres points, Madame Rosière, que vous souhaitiez souligner par rapport à la proposition, votre retour d'expérience de la directive? Est-ce que vous savez pourquoi si peu de pays ont transposé? Parce que je pense que c'est récent. Oui, non, mais c'est parce que c'est quand même un sujet complexe, effectivement, qui renvoie après l'organisation des applications. Je pensais que c'était la mauvaise volonté. Non, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Ça va arriver. Voilà, des choses, parce que... Après, oui, il y a quand même une certaine complexité. Il y a une diversité aussi de situations dans les États membres. Il y a une évolution substantielle pendant tout le temps de débat autour de la directive. Entre 2014 et 2019, je crois qu'on est passé de 6 pays qui disposent d'une législation
12 ou 14, je ne sais plus le chiffre en tête, mais ça en laisse quand même au moins autant qui n'ont aujourd'hui aucune protection et qui vont devoir créer quelque chose de rien. Donc, voilà, ça peut être un petit peu gros. Je saurai un peu plus cette semaine. Un plan européen avec le recadre dans cette européen des cartes sur les thèmes de transposition. Mais c'est vrai que les ONG nationales sont mobilisées pour ces sujets, mais les parlements sont saisis à des rythmes différents. Et les pays comme la France, qui fait partie de ceux qui sont dotés d'une législation dans l'intervalle, ont quand même plus de facilité puisqu'il y a un existant. Donc, je pense que c'est ça qui explique l'avancement ou pas tout à fait aussi favorable. Non, si je reprends les éléments qui étaient favorables dans la loi Sapin 2 par rapport à la directive, il y a la question du champ matériel, puisque nous, on était limité par la capacité à légiférer et du Conseil. Donc, le champ matériel plus large, j'ai l'impression que vous le conservez tel quel par rapport à la loi Sapin 2. C'est tout à fait dans l'esprit de la directive qui ne visait pas à restreindre le champ matériel. Sur le champ personnel, donc on l'a évoqué, effectivement, je comprends la question sur le soupçon, mais au-delà de ça, le fait de rester sur un champ personnel plus large, c'est un aspect très favorable. J'ai l'impression que vous prenez totalement en compte ce que la directive amène sur le champ personnel, pas du lanceur d'alerte, mais de tout son entourage, que ce soit sur la question des facilitateurs ou des personnes qui concourent lanceur d'alerte. Donc, c'est complètement intégré dans votre proposition de loi, totalement à mon sens, totalement dans l'esprit de la directive. Donc, je ne sais pas si vous avez des difficultés dans la présentation de cet aspect-là, mais voilà, j'ai l'impression que en tout cas, ça y figure totalement. J'avais deux questions. La réparation des dommages demeure telle quelle, puisque je n'ai pas l'impression qu'elle soit modifiée dans votre proposition de loi. Après, c'est aussi la loi Sapin 2 était plus favorable, et ça demeure, donc ça c'est vraiment là, c'est aussi tout à fait dans l'esprit. Et la question que je me posais, puisque je n'ai pas forcément totalement expliqué pour moi, c'était pour la question du signalement externe. On a eu un débat, la question s'était posée pendant le rapport initial, par exemple, une petite hiérarchie entre les canaux, mais finalement, donc, la position du Parlement et celle du compromis définitif a été uniquement entre les canaux internes et externes. Sur le canal externe, alors, il faudrait que j'en trouve. On a, sur le bénéfice du canal externe, on a souhaité faire en sorte, je retrouve le lieu où c'est formulé, qu'il y ait néanmoins pendant le canal public, c'est le canal public, c'est pour ça que je suis paragraphe, il y ait une présomption la divulgation publique directe est possible, n'est pas possible, sauf dans certains cas bien particuliers, qui figurent d'exception. Et la question, elle était comment s'assurer qu'un lanceur d'alerte qui rentrerait dans le champ de ces exceptions, donc on est sur des cas qui sont très graves, mais comme c'est une exception, à quel moment on statue sur le fait que c'est une exception et quelle est la présomption de dépôt. Et donc, l'idée, elle a été de mettre une présomption dans le cas d'une divulgation publique, le lanceur d'alerte avait agi dans le cadre de cette exception. Et que, une sorte de présomption de bonne foi, où le lanceur d'alerte, voilà, s'il fait le choix d'une divulgation publique directe, c'est qu'il est dans. Les gens ne sont pas en général des kamikazes, donc c'est qu'ils se trouvent dans un cas d'exception. L'idée étant d'éviter qu'ils doivent endurer tout le parcours du combattant dans lanceur d'alerte sans le bénéfice de la protection et ne se voir reconnaître le bénéfice de la protection qu'à l'issue du processus où cette protection peut lui amener une réparation de dommages, mais où les dommages auront été subis quand même pendant, avec justement tout ce qui s'attache au procès global. Donc, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose de facile à formuler, mais c'était vraiment un élément fort de la directive. Je cherche. Alors l'élément, pas de réponse, mais l'élément qu'on a pu mettre
mettre en avant sur le sujet, c'est d'abord, puisqu'effectivement, il y a 3 cas où on peut passer au canal externe, au canal public. Le premier, c'est 3 mois, 6 mois, donc le délai est trop long, du canal interne ou externe. Le deuxième, c'est l'espèce de notion de danger grave et immédiat, enfin, la formulation, enfin, il y a une urgence, il y a une complexité qui nécessite une divulgation immédiate. Et le troisième, c'est, je reprends exactement la formulation, le troisième cas, je recherche, est-ce que vous retrouvez 3 cas, attendez un moment. Voilà, lorsque les moyens ne permettent pas de remédier efficacement à l'objet de la divulgation, de faire encourir à son auteur un risque de faire l'objet de démotion, etc. Ce qui est d'ailleurs une formulation, c'est une formulation issue d'où exactement ça? C'est de la directive, c'est là. Elle est de la directive et elle pose un peu de problème, ça a été souligné notamment par des intervenants, quand on dit. Donc, le troisième cas. Le premier cas, c'était le canal interne externe n'a pas fonctionné. Deuxième cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général. Troisième cas, lorsque le moyen défini précédemment ne peut permettre de remédier efficacement à l'objet de la divulgation ou qu'il fait encourir à son auteur un risque de faire l'objet des mesures mentionnées. Il y a toujours un risque. Donc, on peut souvent arguer du point 3. Et ça nous semblait d'ailleurs un peu large, parce qu'on a toujours le risque de se faire virer dans une entreprise. Donc, comment je matérialise le risque de se faire virer? Donc, le risque d'encourir des représailles nous semble un peu compliqué. Lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites, donc, et après, c'est un peu plus étayé pour limiter le cas fantaisiste. Mais c'est vrai que la formulation, le risque de faire l'objet d'une représailles, tout le monde risque toujours de se faire l'objet de quelque chose. Mais c'est. Il manque. C'est pas une sanction. Non, ce que je veux dire, c'est quand on dit dans les motifs de passer à l'externe, c'est qu'on avait le risque d'avoir une représaille interne. On a toujours le risque d'avoir une représaille. Il n'y a pas de cas de lanceur d'alerte, il n'y a pas de risque d'avoir une représaille. Donc ça pourrait justifier des abus sur lesquels on passe systématiquement à la divulgation publique. Mais pour nous, la réponse, c'est le défenseur des droits, qui quand même, pour répondre au sujet que vous avez indiqué, peut éclaircir le débat en disant oui, vous relevez tout à fait une logique de lanceur d'alerte, vous l'avez divulgué, mais effectivement, vous aviez des soupçons raisonnables, des doutes raisonnables, et c'est étayé. Donc, je donne un avis favorable à l'idée que vous soyez lanceur d'alerte, ce qui permet en tout cas d'étayer la décision que le juge prendra in fine, parce que bien sûr, si personne ne décide le juge de son pouvoir d'interprétation et de décision. Voilà. Et le dernier point donc, sur lequel la loi était plus favorable, c'est les secrets qui sont il y en avait 3, il y en a 5 dans la directive, vous prenez les 5. Oui. Avec l'instruction aussi. L'instruction, la procédure pénale. Vous avez eu des débats sur le sujet, parce qu'on rajoute nous par rapport à certains de ces sujets-là, et en même temps, personne nous a dit, personne n'a trouvé ça choquant de rajouter le secret d'instruction, par exemple. C'est le secret des décisions de juridiction. C'est un débat qu'on a eu notamment dans le groupe avec l'ensemble des groupes politiques. C'est un vrai sujet. On est tous un peu partagés. On rajoute des champs qui sont dans la directive, je crois, qui viennent de la directive. C'est tout à fait, les 5 sont dans la directive. On est plus restrictif que la loi 72. Moi, je me serais satisfait de garder la loi 72, mais, parce que sur les 2 secrets qu'on rajoute, on en voit le sens, mais on n'est pas sur le même niveau des obligations de secret, où elles sont là. Les violations du secret d'instruction, néanmoins, on en constate, ce qui n'est pas forcément très politiquement correct, mais on en constate, elles n'ont pas toute une portée d'une gravité, pour moi, comparable à la violation du secret médical. Donc, les mettre sur le même plan. En fait, on a fait la directive. Oui, je sais bien. La question de est-ce que c'est un bon C'est une rédaction de compromis. Moi, je pense que non, parce que pour moi, on met des choses sur le plan
de choses qui m'en sortent pas. Justement, on dit quand même le principe de la directive, c'est-à-dire qu'on peut déroger à la loi dans certaines situations. Et pour moi, effectivement, violer le secret d'instruction, c'est pas bien, c'est illégal, mais dans certaines circonstances exceptionnelles, de grade d'extrême gravité, de danger, on peut considérer que c'est des choses qui se produisent pour des motifs moins graves, qu'on n'exonère pas de sa responsabilité de lanceur d'alerte si jamais ça devait se produire. Ça me semble peut-être une conséquence lourde pour le lanceur d'alerte, pour un motif qui n'est pas, voilà, qui n'est pas anodin, mais qui n'aurait pas la même gravité que... Alors en fait, c'est un sujet très important. En fait, le choix qu'on a fait et l'avancée qu'on a fait par rapport à Sapin 2, c'est de dire, si on prend le secret médical par exemple, il y a dans la loi des possibilités d'y déroger au secret médical. Et oui, dans la loi Sapin 2, on disait que le secret médical, on ne pouvait pas faire d'alerte, on ne pouvait pas y déroger. Ce qu'on a rajouté, nous, dans notre texte, quand on a des équipes, on a rajouté le fait que dès lors que la loi reconnaît des exceptions possibles au secret médical ou au grand secret, alors le lanceur d'alerte a tout loisir de s'y exprimer. Ce qui est une avancée majeure pour le coup, par rapport à Sapin 2, sur le fait que dès lors que la loi, encore une fois, reconnaît que ce secret n'est pas absolu dans toutes circonstances, et ça pourra évoluer. Ça pourra évoluer. Peut-être qu'un jour, on dira tel secret doit avoir une limitation sur tel domaine. Et bien, dans ce cas-là, le lanceur d'alerte peut s'y exprimer. Donc, ça nous semblait une façon un peu... ça me parlait, c'est une approche pertinente pour dire les secrets ne sont pas absolus, mais c'est bien la loi qui reconnaît les cas d'exception à ces secrets. Et surtout, nous, dans notre proposition de loi, on ne va pas se mêler de définir dans quel cas on peut déroger à ce secret-là. C'est bien la loi qui s'en charge, mais dès lors qu'elle reconnaît une dérogation possible, alors il y a toute légitimité pour le lanceur d'alerte de s'en emparer. Vous voyez, c'est la solution qu'on a, qui me semble une bonne ligne de crête, même si le débat est évidemment... les 5 secrets qui figurent, c'est une rédaction de compromis. L'application de la clause de non-régression pourrait se... Oui, c'est ça. On pourrait supprimer les deux. Voilà. Et en fait, nous, ce qu'on a fait comme avancée par rapport à Sapin 2 et par rapport à la directive, c'est de reconnaître que même dans ces secrets, il y a des exceptions qui s'expriment par ailleurs. Voilà. Bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Donc, je veux vraiment vous remercier de vous être rendu disponible d'avoir été là aujourd'hui. Pour remercier encore d'avoir fait progresser le droit européen dans cette thématique si importante. Et puis, c'est aussi une façon de s'adresser aux citoyens de nos pays, pour nous dire que l'Union, elle est aussi là pour faire avancer les droits nationaux sur des thématiques qui protègent leur liberté. Et je crois que c'est dans le discours public quelque chose qu'on n'entend pas assez. Donc, cette directive, elle a le mérite de rappeler aux citoyens de l'Union européenne qu'être à l'intérieur de l'Union, ça apporte des garanties qu'on n'a pas lorsqu'on est à l'extérieur de l'Union. Et que c'en est un bon exemple en termes de préservation et de défense des libertés individuelles. Merci beaucoup en tout cas, Madame Rosière, d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est pas Hugo, pardon. Non, c'est bon. Voilà, ça va facile, donc voilà, très bien. Merci beaucoup. Alors, on va passer à